Ce n'est qu'un au revoir, suspense. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, Tadej. Ce n'est qu'un au revoir. Il a failli rattraper Carlos Rodriguez. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info-là. Les amis, Jonas Vingegaard a démonté le Tour de France et le chrono du Tour de France. Donc ce soir, on va en parler. On a vécu un moment incroyable qui fera date. Alors pour les raisons, on espère les bonnes, et bien évidemment, mais on va en parler de tout ça parce que c'est une soirée particulière. Et pour en parler, bien évidemment que comme tous les soirs sur Twitch à partir de 19h, je retrouve mon duo préféré avec Polo et Robin. Comment ça va mon Polo? Ça va très bien, Joseph. Cette émission m'excite autant qu'elle me fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il va falloir trouver les bons mots, les mots justes, pas se tromper dans l'emploi de certaines formules, de certaines phrases. C'est un exercice d'équilibriste sur lequel on va être aujourd'hui avec Robin. C'est excitant, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce que au-delà de Vingegaard, il s'est quand même passé aussi beaucoup de choses. J'ai hâte de commencer et tout va bien. Je suis très excité. Ah mon Ton Robin? son, ça va, Joseph. Apparemment, ton son est un peu bas. On dit dans le chat, il faudrait que tu le montes un peu. Dites-nous, les gars, Ah, vous voulez que je gueule en fait? dites-nous surtout si Polo et moi ça va, si vous nous entendez bien, s'il y a que Non, Joseph non, mais qui doit. effectivement, j'avais un peu baissé tout à l'heure, mais ça tombe bien, j'ai chanté comme une casserole, mon Robin. Bon, il valait C'est mieux que ce vrai, soit pas à c'était ce pour le bien de moment-là. tout le monde finalement. Ouais, Ouais, non, finalement. j'ai remonté Même, mon son, effectivement. même la Merci, les gars. technique, elle s'est dit, oh là là, là, faut que je baisse naturellement le son de Joseph. Exactement. Ça va, mon Robin? Ouais, ça va. Déçu quand même qu'on ait une fin de suspense aujourd'hui sur le Tour de France, même si bon, on a Tadej Pogačar deuxième, donc on peut encore avoir un mince espoir, un petit rêve d'un renversement de situation pour se dire que c'est pas encore totalement fini. Mais j'avais un peu le rêve d'un suspense qui dure jusqu'à samedi et l'étape du Markstein. Aujourd'hui, ça a pris un sacré coup quand même. Ouais, ça a pris un sacré coup. Après, je sais pas. On verra. On verra. En tout cas, les amis, aujourd'hui, du coup, évidemment, débrief de ce contre-la-montre. Il y a la victoire de Jonas Vingegaard très très large, et on va revenir dessus. On va parler de la performance de Tadej Pogacar aussi. Est-ce que savoir si c'est une surperformance de Jonas Vingegaard ou si c'est une performance moyenne de Tadej Pogacar? J'ai pas l'impression, évidemment, comme ça, mais on va aller regarder dans les chiffres. On regardera aussi toutes les performances des mecs du top 10 aussi, parce que par exemple, Carlos Rodriguez est peut-être en deçà de ce qu'on attend. David Gaudu, lui, fait un très beau contre-la-montre. On va regarder où on en est exactement sur le classement général, parce que si le suspense n'est peut-être plus présent totalement pour la première et deuxième place, il y en aura en tout cas sur les autres places du classement général. Donc là aussi, c'est très très intéressant. Et pour ça, du coup, on regardera demain avec l'arrivée à la Lose, à Courchevel, et on regardera un peu le profil et voir ce qui peut se passer. Bref, vous avez compris, c'est une émission qui va être très très intéressante et très chargée, on va dire. Et mon Robin, du coup, tu vas nous parler d'un homme qui, lui, en tout cas, c'est sûr, enfin, je pense, ne l'était pas pour la rétro de Cadel Evans, c'est ça? Exactement. C'est même pas sûr en plus. Ouais, quand même, s'il y en Ah, a un il qui me est tue propre, avec ses c'est bien mon références. Cadel. J'avais choisi tout à l'heure en début d'après-midi, je me suis dit un chrono un peu marquant sur le tour et j'ai repensé à Cadel Evans en 2011 qui prend le maillot jaune la veille ou à 2 jours de l'arrivée sur le contre-la-montre de Grenoble et face aux frères Schleck. Donc voilà, on parlera de ça tout à l'heure en fin d'émission. On reviendra un peu sur cet épisode après avoir parlé de celui d'aujourd'hui. Bon, c'est cool. J'aime bien mon Cadel, j'aime bien entendre parler de lui et ça va amener un peu de sérénité dans cette journée. Alors, les amis, du coup, je vous balance le classement de cette journée, de ce contre-la-montre avec Jonas Vingegaard, donc qui remporte ce contre-la-montre avec 1,38 d'avance sur Tadej Pogacar, avec 2,52 d'avance sur Wout van Aert, son équipier. Pour vous donner une moyenne en kilométrage, 41,22 de moyenne pour Vingegaard, 39,260 pour Pogacar et 37,913 pour Van Aert. Jonas Vingegaard, il gagne donc le deuxième contre-la-montre de sa carrière après celui de Grand Camino en février 2023. Il a mis 35 secondes à Rohan Dennis. Et sur le contre-la-montre du Critérium, il avait terminé deuxième à 12 secondes de Birg. Et l'an dernier, il aurait potentiellement pu gagner à Rocamadour, mais il avait un peu levé le pied, on va dire, Il a pour failli permettre gagner à en levant son le pied. équipier.
Voilà. C'est vrai, il avait failli gagner sans faire exprès en levant le pied quand même. Exactement. Mais bon, pour rappeler que voilà, Jonas Vingegaard, est quand même un très, très bon rouleur. Alors déjà en termes de victoire d'étape, après on parlera, des écarts et on ira un peu plus loin dans la conversation, mon Polo. Déjà, tu as gagné un premier défi contre Robin, c'est-à-dire que tu voyais plus Vingegaard que Pogacar. Ça, on peut le dire. Ouais, c'est vrai. Moi, Vingegaard me faisait très peur. Alors depuis quelques jours et les arguments de Robin aussi faisaient quand même mouche, donc j'ai quand même tempéré mon J'étais propos, rentré mais dans le crâne de Polo. il était rentré dans le crâne de Polo comme, comme Pogacar dans le crâne de Vingegaard ces derniers jours. Non, plus sérieusement, je sentais Vingegaard plus fort, beaucoup plus fort même, que ce soit sur ce Tour de France et que ce soit dans cet exercice chronométrique, dans un profil qui avantage beaucoup plus les qualités de Vingegaard, mais aussi de Pogacar, mais de Vingegaard aussi. Donc moi, j'étais pas plus surpris de ça, de voir Vingegaard gagner l'étape. Après, on va rentrer dans l'analyse un peu plus poussée, notamment parler des écarts, de la manière, etc. Mais restons sur ça, Joseph, parce que je sens que tu veux qu'on reste sur ça tout de suite. Je n'étais pas surpris de voir Vingegaard remporter cette étape. C'était mon pari du matin et surtout, c'était quelque chose que je sentais venir quand même assez gros comme une maison. Mais alors après, j'en dis pas plus pour l'instant. Ah, t'inquiète, ça va arriver les gars, on va en parler dans le chat, je sens qu'ils sont chauds. Mon Romain, tu as perdu un premier, du coup, je te le redis, hein. Tu as perdu un 1er défi contre Polo, là. Bien sûr, bah, moi je croyais de plus en plus en Tadej Pogacar à mesure que le chrono approchait. Eh ben, Heu t'avais tort. Mais ouais, je me disais que c'était un chrono avec des gros pourcentages, Mmh. beaucoup d'irrégularités, des relances à faire un peu dans tous les sens et je me disais: «Ça va convenir à Tadej Pogacar». La seule partie qui m'inquiétait un petit peu, c'était la descente, parce que honnêtement, j'ai pas senti un Pogacar aérien dans les descentes depuis le début du tour. Donc je m'attendais à ce qu'il perde un peu de temps, là, mais en fait, on a vu dès la première montée, en fait, que, il y avait déjà pas photo avec, Jonas Vingegaard. Pourtant, Pogacar part comme un fou, hein. Il explose le temps de Wout van Aert, qui est quand même pas un peintre dans l'exercice. Mais Jonas Vingegaard est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort aujourd'hui. Et honnêtement, je l'avais pas vu venir parce que même si je disais Pogacar, je savais pertinemment que c'était quasiment du 50-50 entre les deux. Ouais. Et je m'attendais à de très faibles écarts en fait aujourd'hui. Je m'attendais pas du tout à une démonstration. Le seul truc que je me disais, c'est peut-être un des deux peut avoir fait des erreurs, mal géré la journée de repos parce que c'était un contre-la-montre qui arrivait après une journée de repos. Mais malgré tout, on est quand même sur 2 coureurs qui ont déjà gagné le Tour de France. Donc je pense qu'ils savent gérer ce genre de truc. Et à partir du moment où ils font 1 et 2, tu sais qu'ils ont pas mal géré en fait. Et si on avait eu un Tadej Pogacar qui fait 6e du contre-la-montre, on aurait pu se dire bon bah il a mal géré sa journée, il fait un mauvais chrono. C'est pas le cas aujourd'hui. Il fait un chrono exceptionnel. Tadej Pogacar, il met plus d'une minute à Wout van Aert. Alors certes, c'était pas tout à fait un parcours pour Wout van Aert parce qu'il y avait quelques pourcentages, mais quand même, il met plus d'une minute à ce qui est sans doute un des 2-3 meilleurs rouleurs du monde. Et il prend lui-même quand même 1 minute 38 dans la vue. Donc ouais, c'est ahurissant ce qu'on a vu aujourd'hui. Mmh. Alors, je retiens un tout petit peu mes fauves encore, mais on va aller dessus. Il y a eu des choix quand même qui ont été faits. On a vu un Vingegaard prendre énormément de risques dès le début. Ça, c'est une première chose à noter. Et on a vu aussi un changement de vélo de la part de Pogacar, pas du côté de Vingegaard. Est-ce que selon vous, alors pas au-delà même de ce duel, la bonne tactique aujourd'hui était de ne pas changer, de vélo? Moi, je pense que ça a eu aucun impact. Je pense que Pogacar, au vu de ses qualités, aurait peut-être fait une moins bonne montée. De toute façon, aujourd'hui, le changement de vélo a dû prendre 10 secondes à Pogacar, les 15 si on est gentil et méchant avec le team UAE. Aujourd'hui, au vu des écarts, il y aurait eu une 20 d'écart allez, une 25 d'écart plutôt qu'une 38. Ça n'aurait rien changé au résultat et ça n'aurait rien changé à l'analyse qu'on aurait fait de ce contre-la-montre, pardon. L'analyse qu'on peut faire, c'est que Vingegaard, du coup, avait un vélo à peu près, en tout cas, chez Colnago, on disait que le vélo de TT était 2 kilos plus lourd que le vélo normal de montagne. Je ne sais pas ce que c'était côté Jumbo. Voilà, Vingegaard a fait une masterclass avec un vélo, on va dire, environ 2 kilos plus lourd que celui de Pogacar sur la côte de Domancy et sur l'arrivée jusqu'à Combloux. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, Joseph, pour l'instant. Moi, je voulais Robin, non, non, rajouter mais un c'est truc, déjà Polo, très c'est bien. rajouter que on peut pas dire si Pogacar ne change pas de vélo, il sauve 15 secondes, pardon. Parce que le changement de vélo est fait théoriquement
pour gagner du temps dans la montée. Et ça, c'est complètement inestimable. On ne sait pas combien de temps a gagné Tadej Pogacar dans la montée grâce au fait qu'il avait le vélo de chrono. La théorie de UAE, vu qu'ils font le changement, c'est que Pogacar gagne plus de 15 secondes dans la montée avec le vélo normal par rapport au vélo classique. Après, ça, c'est invérifiable. Par contre, ce qui est vérifiable, c'est les temps de la montée. Et Tadej Pogacar met 7,21 pour faire la montée. Jonas Vingegaard met 6,47. Donc, il y a un énorme écart. Je ne sais pas s'il change son vélo après le début de la montée. Donc, en fait, que les 15 secondes après sont le début de comprises la dedans. montée. Mais même si on retire les 15 secondes, il fait donc la montée, on va dire, en 7,06, Vingegaard en 6,47. Il y a encore 20 secondes d'écart, une vingtaine de secondes d'écart. Donc, en fait, même avec le vélo qui est censé être favorable pour la montée, Tadej Pogacar fait une montée bien, bien moins rapide que Jonas Vingegaard. Et il fait une montée aussi moins rapide que Simon Yates. Mais bon, si on retire les 15 secondes, il est de fait plus rapide que Simon Yates. Et il fait aussi moins bien que Giulio Ciccone. Mais là, c'est un peu particulier puisque Ouais, parce Ciccone que joue le Giulio maillot à poids. Et Ciccone, en fait, il s'est échauffé son chrono, avant et c'était la il s'est côte. échauffé après. Ouais, Voilà, exactement. C'était exactement. bizarre Son d'ailleurs. chrono, c'était la côte. Et c'est C'était d'ailleurs bizarre. Ciccone qui fait le meilleur temps de la montée Oui. devant même Jonas Vingegaard. Oui, c'était pour récupérer les points de la montagne. Et d'ailleurs, grâce à ça, il conserve son maillot de meilleur grimpeur de Giulio Ciccone. Pour dire justement, en termes d'écart, Tadej Pogacar a perdu 16 secondes par rapport à Jonas Vingegaard au bout de 7 km. Il en avait perdu 31 après 16 km. Dans la côte, du coup, après 19 km, il avait 1,5 d'écart. Donc, en gros, en 2 km, entre 16 et 19, 3 km, il a perdu 35 secondes. Et effectivement, après, du coup, à 22 km 4, il est à 1,48. Donc, l'écart a grandi de manière irrémédiable, lentement mais sûrement. Un petit point historique, peut-être, Robin. Dans le chat, j'ai vu que pas mal posaient la question. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a vu ça pour la dernière fois. Est-ce que c'est déjà arrivé de voir un contre-la-montre avec un si grand écart entre le premier et le deuxième, 1,38 en l'occurrence, je le rappelle. Alors là, tu me poses une colle parce que j'ai pas regardé les écarts entre le Ah, premier et le deuxième. je croyais que Mais en tu me fait, parlais de ça avant si l'émission. oui, presque. En fait, bon, si ça existe, une 38 entre le premier et le deuxième. Je sais pas si une 38 exactement ça existe, mais si on prend par exemple le chrono de la planche des belles filles en 2020 remporté par Pogacar où il prend le maillot jaune, il met une 21 au deuxième qui est Tom Dumoulin. Donc c'est à peu près, on va dire le même ordre de grandeur, même s'il faut dire aussi que le chrono de la planche, est beaucoup plus long que le chrono d'aujourd'hui, et sans doute aussi plus difficile. Par contre, ce que j'ai regardé moi, c'est le 3e parce que ce qui est particulièrement choquant quand on regarde le chrono d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, Vingegaard met un énorme écart à Pogacar, alors que Pogacar met déjà un énorme écart à Van Aert. Et Van Aert est à 2,51 de Pogacar, de Vingegaard, pardon. Il y a 2,51 entre le premier et le troisième. Et c'est pour ça que je comparais notamment avec la planche des belles filles. À la planche des belles filles, le 10e, Rigoberto Urán, il est à 2 minutes 54 du vainqueur Tadej Pogacar. Donc ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'a mis Vingegaard aujourd'hui au troisième, c'est ce que Pogacar avait mis en 2020 au 10e. Et je le répète, en 2020, c'était beaucoup plus long. C'était un chrono de 55 37. minutes pour Pogacar, le vainqueur, alors qu'aujourd'hui, Vingegaard, il termine en 32 minutes. Donc, imaginez si ça avait été un effort de 20 minutes de plus, à quel point l'écart aurait encore grandi en faveur de Jonas Vingegaard. Par contre, donc, j'ai regardé sur cette idée de l'écart entre le premier et le troisième, j'ai regardé Armstrong et Indurain qui avaient la particularité de dominer énormément les contre-la-montre dans leurs années. Armstrong n'a jamais mis 2 minutes 51 au troisième. Le max qu'il ait mis, c'était 2 minutes 12 à Christophe Moreau en 2000 sur un contre-la-montre de 58 km. Donc là encore bien plus long qu'aujourd'hui. Miguel Indurain, lui, en revanche, il a déjà fait. Il avait mis 4 minutes 22 à De Las Cuevas en 1994, qui du coup avait terminé troisième. Et c'était sur 64 km. Voilà pour quelques comparatifs d'ordre historique. Ok, merci beaucoup. Voilà, je voulais un peu rappeler quelques chiffres historiques si tu en avais. Merci beaucoup, Robin. Du coup, passons à l'analyse globale par rapport à cet écart-là. Forcément qu'on va en parler parce que sur Roue Libre, on n'est jamais passé à côté de ce sujet-là quand il fallait l'évoquer. On avait même fait des émissions qui étaient spéciales. On avait invité même Benoît Vitek quand on avait fait des émissions autour du dopage, autour des suspicions de dopage. Forcément, les gars, qu'aujourd'hui, on prend un gros coup sur la tête parce que le suspense sur le Tour de France est en partie mort. Maintenant, voilà, j'imagine que de votre côté aussi, ce soir, vous avez
vous avez été tenté par l'idée d'avoir des suspicions autour des performances de Jonas Vingegaard. Bah, comme je te disais, Joseph, au tout début de l'émission, il faut bien choisir ses mots et ne pas tomber dans de l'accusation sans preuve. Le fait est qu'aujourd'hui, moi, je suis mal à l'aise et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas été et pourtant, je sais que parfois, avec mon sport de prédilection, le sport que j'aime, un sport que j'aime tant, j'ai beau parfois me mettre des œillères sur certaines performances parce que j'aime ce sport et que j'ai envie qu'il soit le plus propre possible. Et parfois, oui, comme je vous l'ai dit, je mets des œillères et je ne veux pas croire à certaines choses. Le fait est qu'aujourd'hui, j'étais mal à l'aise. Voilà, depuis peut-être des épisodes Froome, des épisodes Rasmussen, des épisodes Rico. Voilà, aujourd'hui, je vois quelque chose qui m'a rappelé ça. Je vois quelque chose qui m'a rappelé ça. Encore une fois, c'est compliqué d'aller plus loin dans cette analyse-là, puisque vraiment, on n'a aucune preuve. Et encore une fois, je rappelle que c'est important. C'est facile, plus facile pour vous dans le chat de dire qu'il est dopé. Pour nous, ça implique quand même beaucoup, beaucoup plus de choses. Le fait est qu'aujourd'hui, je suis mal à l'aise parce que Vingegaard roule presque plus de 3 km/h de moyenne de plus que Wout van Aert, un peu moins de 2 km/h de plus que Pogacar. Il est à presque 5 secondes, allez, un peu moins, 4 et quelques secondes au kilomètre sur Tadej Pogacar. Alors certes, Pogacar l'a dit, il ne fait pas son meilleur chrono. Mais jeter l'opprobre sur Vingegaard, c'est aussi se poser des questions sur Tadej Pogacar. Et je sais que peut-être tout le monde n'est pas prêt à l'entendre aujourd'hui, mais un Pogacar qui dit qu'il a eu beaucoup de mal sur ce chrono et qui finit avec ce type de performance, c'est pas aussi rassurant. Et voir l'écart du coup du 1 sur le 2, du 2 sur le 3, avec cette espèce d'embroglio en plus, Jonas Vingegaard pas loin de rattraper aussi Carlos Rodriguez sur l'arrivée. En fait, c'est les images plus que les stats. Les stats sont très parlantes, mais les images font très mal. Que ce soit Vingegaard et les écarts qu'il met, que ce soit la manière, l'œil nu. Pendant la course, on voyait très bien que Vingegaard allait beaucoup plus vite. Et quand à la fin, on a commencé à se demander si Vingegaard n'allait pas venir sur Pogacar, voire même Carlos Rodriguez. Tout ça c'est un problème. Aujourd'hui, Pogacar fait une performance nucléaire aussi. Et encore, il dit qu'il n'est pas très bien. Enfin, plus nucléaire, j'exagère Bah, il peut-être. se pose la question en fait. Mais Vu qu'il voit qu'il a une 30, il se dit peut-être que c'était pas ma meilleure journée. c'est ça. Et alors, si lui fait une performance comme celle-là, Pogacar, imaginez la performance de Vingegaard qui, pour moi, est hors sol complet et qui est tout bonnement impossible à croire par des voies légales. J'avoue, je le dis, je l'assume, et c'est pas facile parce qu'encore une fois, on n'a pas de preuves, mais je commence à avoir pas mal de Tours de France derrière moi du haut de mes 31 ans. J'ai grandi avec l'époque Armstrong, j'ai vu de drôles de choses après. Je vous ai parlé de Rasmussen, de Rico, d'une période Froome aussi où ça a toujours été un peu gris, hein, comme ils aimaient bien le dire à l'époque, la Sky. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui me rappelle, voire qui faisait pire que tout ce que j'ai déjà vu avant. J'espère me tromper, mais en tout cas, pour moi, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que ce soit vrai ou que ce soit faux, aujourd'hui, le Vingegaard gagne peut-être le Tour de France, mais c'est le cyclisme qui perd. Robin. Bah, que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça change quand même tout, justement. Si la question c'est est-ce qu'on a des soupçons? Évidemment qu'on peut en avoir, évidemment que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça interroge, ça interpelle de voir Tadej Pogacar qui est déjà au-dessus de tout le monde à peu près toute l'année, se faire ridiculiser comme ça, de voir Pogacar qui, avait déjà fait que tout le monde s'était posé des questions, que beaucoup de monde en tout cas s'était posé des questions il y a 3 ans à la planche des belles filles, se faire ridiculiser aujourd'hui. Évidemment que ça interroge, et le doute, il est toujours présent dans le cyclisme parce que ça fait partie de ce sport, de son histoire, et je pense que le doute est sain. Moi, ça fait 15 ans que je suis le vélo. Il y en a dans le chat qui sont peut-être plus âgés, qui suivent le vélo depuis encore plus longtemps. Je pense que ça a toujours fait partie de, ça a toujours gravité autour du vélo. Et quand on regarde le Tour de France, mais même d'autres courses, on a forcément ça en tête à certains moments. Alors pas à chaque kilomètre de chaque course, mais on l'a en tête. Et comme je disais, je pense que c'est sain. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu peux dire? À titre personnel, ce que je peux dire moi, c'est que si j'avais des informations sur le dopage d'un coureur X ou Y, je le dirais dans cette émission, je l'écrirai aussi. Je travaille régulièrement pour pas mal de médias qui auraient un intérêt pour ce genre d'informations. Par exemple, l'équipe. L'équipe a des journalistes aussi qui bossent dans le vélo et sur les questions de dopage, mais sans preuve.
qu'est-ce que tu veux faire? J'en vois certains qui disent, il faut parler, dire la vérité. Et qu'est-ce que vous demandez? La vérité, Que on des veut pas. journalistes, pour qui le principe de base, c'est de donner des informations fiables, disent ou écrivent quelque chose sans aucun autre élément que leur conviction personnelle, sans aucune preuve. C'est un sujet, je pense, beaucoup trop sérieux, pour qu'on puisse faire de l'opinion, pour en faire une discussion de bar, entre potes. On peut donner notre avis sans conséquence quand on parle de tactique d'une équipe, quand on parle de choix de carrière d'un coureur, de ce qui a été fait sur telle ou telle course. Mais si on se trompe, dans ces cas-là, il n'y a pas de conséquences. Alors que quand on parle de potentiel dopage, de potentiel triche, ça n'a rien à voir. Si demain, en une de l'équipe ou de n'importe quel autre journaux, il est écrit que Vingard est dopé, alors qu'en fait, il n'est pas dopé, est-ce qu'on imagine une seconde les conséquences? Et c'est ce qui s'est passé avec tous ceux d'avant. Et certains ont sorti des informations à certains moments, que ce soit sur Armstrong, que ce soit sur Chris Froome quand il y a eu l'affaire du salbutamol, que ce soit sur Alberto Contador et le clenbuterol. Voilà, quand il y a des informations qui peuvent sortir, elles sortent. La vérité, c'est que on n'est pas dupe. On sait aussi que les tricheurs ont souvent de l'avance. On l'a vu avec Lance Armstrong parce qu'on a appris tout ce qu'il faisait des années et des années après. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, si on se met dans une position journalistique, non, on ne peut pas dire ils sont dopés. On peut dire que c'est surprenant ce qui se passe, que ça nous interroge, que ça interpelle. Ça, c'est logique. Mais moi, je ne vais pas mettre un tweet en expliquant que Jonas Vingegaard, il est dopé parce qu'aujourd'hui, il a fait trop d'écart. C'est impossible de réagir comme ça, à mon sens. C'est trop extrême. Même si on peut être gêné à titre personnel devant la télé, quand on s'exprime en tant que journaliste, pour moi, on peut pas aller aussi vite. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, Robin, et là où je te rejoins, c'est que on n'accuse pas, on exprime des sérieux doutes, et moi je les exprime peut-être un peu plus que Robin. Par contre, là où je trouve qu'il est important d'enlever ce voile, pardon, c'est on n'est plus dupe. On n'est plus dupe. Le cyclisme morfle depuis des années à cause des histoires de dopage. Mais par contre, parallèlement à ça, les performances sont toujours de plus en plus extraordinaires et de moins en moins, je ne sais même pas comment dire, mais difficilement croyable. Je n'arrivais pas à trouver le mot, mais difficilement, je trouve pas mon mot. Explicable. Explicable. Merci de m'avoir aidé là-dessus, Robin. Moi, je suis comme toi, Robin, je suis journaliste, même si j'ai plus un rôle de consultant, je ne me considère pas vraiment comme journaliste et donc je me considère pas comme devoir rendre des comptes sur des faits précis, et cetera. Aujourd'hui, je regarde le Tour de France en tant que consultant, et c'est pas le premier que je regarde, j'en ai quand même vu pas mal maintenant. Aujourd'hui, la performance qu'il y a, j'arrive vraiment pas à y croire. Alors que ce soit par des biais légaux ou illégaux, peut-être que la Jumbo-Visma a trouvé une formule extraordinaire, que le Team UAE a aussi trouvé, parce qu'encore une fois, l'idée aujourd'hui, c'est pas de tirer aveuglément sur Jonas Vingegaard, c'est aussi de se poser la question d'un Tadej Pogacar, qui, en faisant un mauvais chrono de ses mots, hein, finit quand même très loin devant les autres aussi, peut-être plus à un niveau normal, mais quand on voit le faciès et quand on voit les déclarations de Pogacar à la fin, tu peux te dire quand même qu'il y a un très très bel écart aussi avec le reste du monde. Aujourd'hui, cette performance, elle me pose un problème. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire qu'il est dopé ou pas, on n'en sait rien. Le fait est qu'aujourd'hui, cette performance, elle a touché beaucoup de gens qui, eux, comme moi, je pense, ne sont pas dupes et qui savent que tu ne peux pas réaliser ce type de performance sans avoir quelque chose de plus que les autres. Qu'est-ce que c'est que cette chose de plus que les autres? Peut-être que c'est un style d'entraînement, une méthode, un fonctionnement interne chez Jumbo-Visma. Peut-être que tout est légal, peut-être qu'ils ont tout compris avant les autres. Le fait est que l'histoire du cyclisme a montré que, en général, quand on veut te faire croire ce genre de discours, finalement, il y a peut-être autre chose derrière et c'est plus ça qui m'attriste et m'inquiète. Mais encore une fois, et là où tu as raison, Robin, c'est qu'on n'accuse personne, on parle juste de nos doutes. Et moi, j'en ai énormément ce soir. C'est pour ça que je suis peut-être un peu plus laxiste, enfin pas laxiste, mais je suis un peu plus lâché sur mes paroles. Et il y a des trucs, à ajouter quand même, Polo. Est-ce que tu peux balancer un sondage pour savoir un peu ce que le chat en pense? Est-ce que, voilà, si tu peux mettre un sondage, la perf Dis-moi. de Vingegaard, on n'y croit pas? Voilà, comme ça, très, très simplement. Après, comme ça nous permettra aussi d'avoir, un ressenti pour tous ceux
qui osent peut-être pas parler, qui osent pas avoir peur. Voilà, un petit clic pour nous dire, sans l'écrire nécessairement, mais pour aussi que nous, on ait un retour sur vous, parce qu'en plus, on est, je sais pas combien on est là, mais on est presque 1500, c'est incroyable. Et alors, Et de tout, l'odeur ouais, du sang. l'odeur du sang, exactement, mon Polo. Moi, mon avis, On te l'a machine. pas demandé ton avis, Bah Joseph. si, il y a Machin, Je il y rigole, a je rigole. Machinda dans le chat qui me le Je demande, rigole, Polo. je rigole. Il y a Machinda. En fait, moi, je vais peut-être vous étonner, mais j'étais gêné de ne pas être gêné. Moi, au bout d'un moment, depuis que je regarde le vélo, de toute façon, j'ai fait un blocage quant aux suspicions de dopage. Je me suis dit, à partir du moment où j'ai pas de preuves, il est hors de question que j'ai des doutes. Je me dis, tu vois, à leur place, si j'étais sur le vélo à la place de Jonas Vingegaard et qu'il est vraiment propre, je me dis, si les mecs ont des doutes sur moi alors que je suis propre et que bah, je démonte les autres, bon bah voilà, c'est la vie. En fait, ce serait simplement dégueulasse. Moi, ça m'emmerderait profondément. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'après cette étape-là, on soit le compte service si on n'a pas de doute en fait. Et aujourd'hui, moi, je dis pas il y a pas un monde dans lequel il est dopé. Vingard peut-être, tu vois. Mais en fait, il y a carrément un monde et qui est aujourd'hui peut-être plus plausible même, dans lequel Jonas Vingegaard n'est pas dopé. Je m'explique. En fait, on arrive à la fin de cette étape-là et on balaye et on regarde pas tout ce qui peut potentiellement expliquer cette performance-là. Pogacar arrive à l'arrivée et dit ouais, j'ai peut-être pas fait le meilleur contre-la-montre de ma carrière. Ah ouais, mais il doit être fatigué, il doit chercher des éléments pour essayer d'expliquer pourquoi il termine aussi loin. Bon, voilà, on le balaye. Pogacar passe 6 semaines pas sur le vélo en préparation. Ah ouais, mais c'est Pogacar, il peut se permettre de passer 6 semaines sans être sur le vélo et ne pas le payer en troisième semaine au moment où le rapport poids-puissance est hyper important sur un contre-la-montre de 2 semaines. Bon, Van Aert, ah ouais, mais il met 4 minutes à Van Aert, c'est pas normal. Ouais, mais sauf que Van Aert, ce que je vois, c'est qu'il fait le même temps que Bilbao. Excusez-moi, mais Van Aert, jusque-là, il y a d'autres chronos où il a démonté Peyo Bilbao. Sur une Après, arrivée en montée avec Simon Yates aussi juste derrière. bien C'est sûr, mais il y a d'autres contre-la-montre où Van Aert, s'il met 2 minutes 30 à Peyo Bilbao, notamment aujourd'hui, tu pas étonné. Il y a des éléments qui expliquent sur du plat, oui. potentiellement un Peyo Bilbao, mais Peyo Bilbao, aujourd'hui, en troisième semaine, le voir à ce niveau-là, c'est certes un Peyo Bilbao qui est très fort, mais le voir au même niveau que Van Aert veut aussi dire potentiellement que Van Aert, c'est pas le Van Aert auquel on imagine qui est capable de démonter des chronos. On le dit depuis le début du tour que c'est pas le même Van Aert, sauf qu'on dit ouais, mais regarde, il met 3 minutes à Van Aert. Ouais, mais voilà, rappelons aussi un peu de nuance en rappelant que c'est pas le Van Aert habituel. Et après, le truc le plus important, c'est que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit présomption de culpabilité autour de ça. Mais ce que je comprends, encore une fois, moi, je reproche pas du tout ce que tu dis, Paul, je l'entends complètement. Mais c'est plus que moi, j'en ai marre en fait d'être de pas être gêné, voilà, de pas avoir de doute. Bah, c'est comme ça, bah, j'ai pas de doute et j'y peux rien en fait. Et j'y peux rien, même si je vois, je lis, et quand je vois qu'on parle de cétone, de bicarbonate, je trouve ça hyper intéressant et je dis qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Mais voilà, mais Phoenix, je pensais comme ça je pensais comme Joseph quand j'étais plus jeune, mais moi j'ai 31 ans, les années Armstrong, je les ai vécues. Il m'a déçu, j'avais 20 ans quand il a annoncé qu'il était dopé, ça a rien changé pour moi. Et aujourd'hui, je dis que bah ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait. OK, on est d'accord, mais aujourd'hui, bah, c'est pas pour autant que je vais faire le sachant à dire mais c'est sûr qu'il est dopé, Jonas Vingegaard. J'en sais rien, donc je vais pas dire mais c'est sûr, ouais, on peut en parler, on continuera à en parler. Mais voilà, moi ça m'emmerde un peu. Bah non, je pense pas qu'il était propre, Chris. Mais ça, voilà, c'est exactement ça en fait. Mais continuer à penser qu'on n'a pas le droit en fait de penser qu'ils sont propres. Voilà, en fait, ça m'emmerde un peu de penser ça. Je sais pas ce que vous voulez rajouter là-dessus, mais Ouais, parce, moi, parce que vous Vas-y, avez vas-y, tout dit, Robin. mais je trouve ça tout à fait entendable ce que vous dites. Mais voilà, je voulais juste dire qu'il y a un monde dans lequel Jonas Vingegaard n'est pas dopé et qu'on a le droit encore de le verbaliser, quoi. je trouve intéressant déjà qu'on ait tous les trois des positions un peu différentes ce soir, parce que pour le coup, on s'est pas concerté en disant tiens, il On faudrait s'est pas tous qu'on concerté défende parce qu'on s'aime pas, hein, de base, hein. C'est surtout pour ça, Ah, mais Robin. on s'est pas dit tiens, il faudrait qu'on défende tous un point de vue différent, ce serait marrant. Non, c'est pas le cas. Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on pense. Et je trouve intéressant ce que tu dis sur j'ai pas de preuve qu'il est dopé. Moi, en fait, je m'étais posé la question à un moment sur Chris Froome.
Tu sais, dans les années où il était très soupçonné et où en fait sur les réseaux il y avait un petit peu la même ambiance qu'aujourd'hui, Plus que des euh, soupçons après, par où la tout le suite, hein, monde, d'ailleurs. où tout le monde, on a l'impression que tout le monde était d'accord pour dire que Chris Froome était dopé alors qu'il n'y avait pas de preuves. Je m'étais dit, mais imagine si ce gars-là, en fait, c'est juste le cycliste le plus fort qui a jamais existé, physiquement parlant, intrinsèquement parlant, et qu'en fait, le mec est vraiment propre. Et il se recevait des verres de pisse quand il montait l'école, il se faisait insulter, il se prenait des commentaires comme ça en permanence. Et je m'étais dit, imagine l'injustice de ce gars-là. Alors, est-ce qu'il était propre ou pas? J'en sais rien. Il se trouve qu'il y a eu même une affaire sur Chris Froome. Mais aujourd'hui, sur Jonas Vingegaard, on peut avoir la même réflexion. Et c'est parfois le truc que je me dis aussi régulièrement sur certains coureurs. Même quand tu as des doutes, parce que tu peux avoir des doutes devant ta télé, c'est pas un truc qui se contrôle. Peu importe que tu sois journaliste ou pas et que tu aies envie de donner ton avis ou pas ensuite, les doutes, si tu les as en regardant ta télé, tu peux rien y faire. Je me pose des fois cette question quand ça m'arrive d'avoir des doutes. Imagine qu'en fait, tu te trompes et le mec n'a rien fait. Imagine l'injustice. Surtout que généralement, quand moi je me pose des questions, je suis pas tout seul. Pour rejoindre ce que certains disaient dans le chat, où ils disent non, mais vous pouvez quand même avoir des débats, dire ce que vous pensez, s'ils sont dopés ou pas, malgré que Ouais. vous soyez journaliste ou quoi que ce soit. Pour faire un petit comparatif, non, moi je pense que même si on pense qu'ils sont dopés, on ne peut pas le dire sans preuve. Même si moi je suis persuadé aujourd'hui qu'un tel ou un tel est dopé, si j'ai pas de preuve, je ne pense pas être en droit de dire publiquement qu'un tel ou un tel est dopé. Et c'est comme si on était en politique et qu'on faisait une émission en disant tel mec il pique dans la caisse de son parti, ou tel mec il est corrompu, ou tel mec a fait ça qui est évidemment condamnable. Ça viendrait à l'idée de personne de porter de telles accusations sans preuve dans un autre domaine que le vélo. Et j'ai l'impression que c'est devenu un peu acceptable pour certains de porter ce genre d'accusation sans aucune preuve dans le cyclisme parce que ça fait partie un peu du paysage. Et moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Qu'on soit gêné, qu'on fasse part du fait que telle ou telle action, telle ou telle course nous interroge, je trouve ça logique et sain parce que, comme je disais tout à l'heure, le doute dans le vélo, il a toujours fait partie de ce sport et c'est sain d'en avoir, de ne pas regarder aveuglément le vélo. Mais on ne peut pas avancer qu'un tel ou un tel est dopé sans preuve. Ou alors, on fait complètement une croix sur le fait que on est journaliste et on fait juste une discussion de bar où on se filme entre nous. Et voilà, dans le chat, évidemment, vous êtes libre de le dire, vous, si vous voulez qu'un tel est dopé ou pas. Mais je pense pas qu'on puisse se le Ouais, ce que permettre disait quand on Polo. est Non, mais On est c'est journaliste. clair. pas. La profession n'a plus de sens, quoi. On est tout à fait. Tu fais bien de dire ça, Robin. Après, le problème, c'est que là, on est aussi en première ligne, entre guillemets, et encore, hein, plutôt vu notre impact dans le monde du cyclisme, ce sera plutôt une quatrième ou une cinquième ligne. Mais par contre, on a une audience et des gens qui se connectent, qui cliquent sur nos émissions, qui nous écoutent en live pour donner des éléments de compréhension de ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'en ai pas. C'est ça le vrai problème. J'en ai pas et encore une fois, c'était pas un délit de sale gueule contre Vingegaard. Je pense la même chose de Pogačar. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, un voile s'est levé sur les performances de Jumbo et de Jonas Vingegaard, mais ce serait pas honnête de ne pas inclure le team UAE et Tadej Pogačar C'est avec. pour ça, Polo, on avait fait une émission il y a 2 ans où on parlait de la Slovénie, de UAE, de Tout à l'entourage de fait. Tadej Pogacar, pour expliquer d'où venaient les soupçons et les doutes qu'il pouvait y avoir sur Tadej Pogacar, également sur Primoz Roglic et l'équipe Jumbo. Et je pense qu'à ce moment-là, on était dans notre rôle de journaliste. Quand on explique d'où viennent les soupçons et pourquoi ils peuvent à certains moments être légitimes, à d'autres non, on est dans notre rôle. Après, si on en vient à dire un tel est dopé parce que là, aujourd'hui, j'ai pas compris, là, on n'est plus dans notre rôle. On n'est plus dans notre rôle. Par contre, on connaît le vélo. C'est ça aussi la différence. Aussi, c'est que on n'est pas sur d'autres sports, on n'est pas sur les comparaisons avec d'autres choses ou quoi que ce soit. J'ai eu deux, trois personnes qui m'ont envoyé, oui, mais toi, Paul, en NBA, ils sont tous dopés et tu dis rien. C'est pas pareil. Moi, si vous voulez mon point de vue, le basket reste un sport et on a eu le même débat avec le tennis. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec le tennis qui, pour moi, dans la lutte antidopage, ne fait même pas le centième, le millième de ce que fait le cyclisme, qui viennent après donner des leçons quand ils regardent notre sport. Moi, c'est le problème, c'est ça. C'est même pas qui est Ah, dopé, mais qui ne l'est pas. tellement, Paul. Le problème, c'est que en fait, là, c'est l'image globale. C'est qu'aujourd'hui, ce qui leur sort d'une étape comme ça, c'est que tous les mecs qui regardent le vélo, même pas pendant le Tour de France, mais une fois
pendant les 3 semaines du Tour de Ah France là là, pour venir te l'enfer. dire que ce sport est un mauvais sport et que c'est un sport de dopé. Ah, quelle Le bande de trous cyclisme du est un cul, sport, ceux-là. le cyclisme est un sport où le dopage est présent. Ça, c'est factuel de le dire, hein, et on le voit tous les ans Ah bah avec, oui, avec des dizaines et des dizaines d'histoires. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est mécanique, si c'est sanguin, si c'est médical, ça on ne le sait pas. Par contre, là aujourd'hui, moi, le vrai problème que j'ai, c'est pour ça que je suis obligé, par honnêteté intellectuelle, plus que par décence journalistique ou par, enfin, je sais pas, la charte du journaliste qui te donne ses règles précises, etc. Mais par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de partager avec le chat le fait que j'ai été Dire que mal à ça l'aise t'interpelle, aujourd'hui. ouais. Que voilà, que j'ai été mal à l'aise aujourd'hui. Et encore une fois, je n'ai pas dit une seule seconde que j'étais sûr que Vingegaard était Mmh. dopé. Je suis très mal à l'aise. Et l'histoire du cyclisme fait que j'ai des raisons de me poser la question. Les écarts qu'on a vus aujourd'hui, les différences de kilomètres par heure sur une distance aussi courte et un temps de chronomètre aussi court, me force à me poser ces questions-là. Et ça, par contre, bah, je ne sais pas comment faire pour m'enlever ces questions parce que, comme l'a dit Robin et comme l'a dit Joseph, là, on commencerait, si on allait plus loin, à répondre aux questions alors qu'on n'a pas du tout les réponses. Et là, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Exactement. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Après, on promet qu'on continuera à en parler dès qu'on voit que des enquêtes avancent, on passe pas à côté. Vraiment, juste avant le Tour de France, encore une fois, rappelez-vous, on avait parlé du bicarbonate, de l'alliance avec les cétones, de pourquoi, de comment. Voilà, on suit tout ça avec attention. On essaie vraiment de ne pas vous mentir aussi Ouais, sur et nos d'ailleurs, ressentis. Joseph, je te coupe, mais allez voir l'émission qu'on a faite justement avec Benoît Vitek, c'était pendant le Tour de France 2020. Ça se trouve 2021, Polo. 2021, pardon. Ça se trouve sur YouTube. Peut-être que si des gars dans le chat, si Toff, tu le trouves, si tu peux l'envoyer. Mais allez voir cette émission. Encore une fois, on n'élude pas le sujet. On essaie de le traiter de la manière la plus honnête possible. Sauf que parfois, on voit des choses, on a des ressentis qui outrepassent un peu bah, l'objectivité. Et ça, c'est normal, on est des êtres humains. Mais par contre, à côté de ça, on travaille, on bosse et on fait des émissions qualitatives sur ce sujet. On a fait en tout cas une belle émission qualitative sur le sujet. Si vous voulez vous renseigner sur tout ça, n'hésitez pas à aller la voir. Et si je peux rajouter un dernier truc, on n'aura pas, le jour, peu importe la performance, peu importe le jour, peu importe le coureur, on n'aura jamais une réponse le soir même. Il faut accepter ça aussi. Pour Lance Armstrong, malheureusement, ça a pris beaucoup d'années. Pour d'autres, ça a pris un peu moins, mais en tout cas, on ne peut pas avoir de réponse dans l'instant, même quand il y a un tricheur, on ne le sait pas immédiatement. Donc, il faut accepter ce délai. Quand on attrape les tricheurs, on les attrape de toute façon toujours avec du retard. Et ce qui compte, c'est de faire le boulot, nous, en tant que journalistes, d'enquête qu'on peut faire. Et ensuite, c'est les agences antidopage qui font le reste du boulot. Mais ça existe, le boulot journalistique qui fait parfois la différence. L'équipe en 2005, c'était les premiers à sortir une enquête pour expliquer le dopage d'Armstrong. Et sur tous les autres sujets, on a le droit de travailler, mais il faut le faire sérieusement. Tu parlais tout à l'heure des cétones, Joseph. Moi, j'ai travaillé sur les cétones pour Vélo Magazine, un article, une enquête qui a été publiée il y a un an. C'est super intéressant de bosser là-dessus. Et c'est justement quand on bosse dessus, parfois, qu'on se rend compte que c'est pas aussi binaire et aussi blanc ou noir que ce qu'on peut imaginer. Donc, bon, après, les cétones, un sujet complètement différent parce que c'est pas un produit interdit, mais c'est pour juste noter que ces sujets-là, de manière générale, l'amélioration de la performance, qu'elle soit légale ou pas, c'est toujours un sujet très, très compliqué quand même. Voilà, et après encore une fois, je le redis, mais effectivement, avoir des avis de connaisseurs sur des enquêtes et tout, mais je suis absolument, OK pour, entendre tous ces avis-là et qui sont hyper intéressants. Après voilà, putain, quand le mec, il a pas tweeté une fois à vélo, qu'il a pas regardé une seule course, de toute l'année et que là, il vient de dire: «Oh là là, sport de dopé et tout», en fait, il y a rien qui m'énerve plus au monde que ça. J'ai juste envie de les emplâtrer ces gens-là, donc Ouais, je c'est suis aussi d'accord ce qui avec c'est toi, mais on va aussi ce pas arrêter de qui chercher les tricheurs juste parce que ceux des autres sports nous énervent. Ce sera Ouais, ouais, c'est non, mais et par bien rapport à sûr, votre mais discours aussi, complètement. on va pas arrêter de chercher les tricheurs parce que, tant qu'on n'a pas de preuves, on peut rien avouer. Il est Mmh. important, sans jeter l'opprobre sur ces coureurs sur qui on a le doute, il est quand même important de continuer de travailler et Ah ça, bah oui. croyez-moi que, comme l'a dit Robin, il y a des gens qui travaillent et qui bossent sur le sujet, pour apporter justement ces preuves-là. Donc, franchement, ne pensez pas que parce que, notamment dans le milieu journalistique, les gens restent un peu plus mesurés sur les propos. Ils ont raison, mais par contre, ces gens-là bossent. Et ils bossent. L'idée, c'est pas de faire tomber un tel ou un tel. Ils bossent sur la compréhension du dopage et de la lutte antidopage. Et ça, croyez-moi, notamment à l'équipe, qu'ils savent faire et qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Donc voilà, laissons le temps.
comme le disent certains dans le chat, il y en a qui ont quand même réussi à passer entre les gouttes. Si il y a dopage Il y en aura pour, toujours. pour un tel ou un tel, on espère qu'il sera attrapé. Il y en a qui passent entre les gouttes et voilà. Mais en tout cas, laissons faire la police et laissons faire les journalistes et les enquêtes des uns et des autres. Non, mais Joseph, tu fais l'autruche quand on parle de ton sport, alors ne joue pas au lion avec les autres. J'ai rien compris à ta phrase, lesbian. J'ai absolument rien compris. Enfin bref. Bon, bah, on a fait le tour un maximum en tout cas, les gars. Je remets le classement de ce contre-la-montre pour faire un point sur sur les autres performances au-delà de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a un peu au Bilbao qui fait quand même quatrième, c'est quand même pas mal. Simon Yates. Alors déjà, c'est ces deux-là qui sont au-dessus des autres. Je sais pas vous, mais on s'y attendait pas nécessairement déjà, que ces deux-là finissent quatrième et cinquième du chrono. Ouais, Simon Yates, je me suis posé la question ce matin quand on en parlait chez Winamax. Je me dis, c'est quand même un chrono, s'il a la bonne jambe, qui lui convient, mais à la perfection, hein. Le seul problème, c'est que Simon Yates avait montré des petits signes de faiblesse ces derniers jours et du coup, il était un peu sorti de notre radar à tous les trois, mais quand même, c'était un chrono qui lui convenait. Et clairement, ça lui a convenu. Bon, il finit à 3 minutes de Vingegaard, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Mais quand tu finis à 7 secondes de Van Aert et à 3 secondes de PO Bilbao, c'est une belle performance. Et PO Bilbao, pareil, on avait plus d'assurance pour lui au niveau chrono. On sent qu'il marche très bien sur ce Tour de France. Mais c'est vrai que de là à battre Adam Yates, de là à battre Carlos Rodriguez, tu vois, ces coureurs comme ça, j'étais quand même un peu surpris. Mais par contre, là, il n'y a rien. Tu vois, on se posait la question de savoir si des choses nous avaient un peu surprises cet après-midi sur le Tour de France. J'ai l'impression que derrière, tout le monde est à peu près à sa place, ou du moins à quelques places près, quelques secondes près. Mais sinon, rien ne me choque. Peut-être, oui, Carlos Rodriguez, mais Ah, ça, il est on va en douzième reparler. à Carlos, 3 à 3,36, Paul. On s'attendait Carlos à ce qu'il soit Rodriguez est un peut-être peu plus haut. la contre-performance qui me surprend le plus avec Jay Hindley. Mais voilà, j'ai fait un bon petit tunnel, donc je vais laisser Robin en parler de ces coureurs-là. Moi, c'est surtout David Gaudu qui m'a impressionné, qui fait un chrono génial. Et c'est là que tu vois qu'il n'a pas vraiment de sens son Tour de France. Au sein même d'une étape, il arrive à être à un moment largué et à un autre moment excellent. C'était le cas dimanche vers Saint-Gervais. Et là, aujourd'hui, il fait un super chrono alors que les derniers jours, il était quand même régulièrement lâché, il perdait régulièrement du temps. Donc, assez impressionnant. Ça vaut aussi pour Simon Yates, Paul en a parlé, qui était un peu plus en retrait depuis quelques jours. Et bon, le gros enseignement pour moi, quand même aujourd'hui, au-delà du duel Pogacar-Vingard qui Et n'existe Godu, vraisemblablement plus, c'est Godu. non, c'est plus le podium. Le podium se joue entre deux hommes désormais seulement. Et Adam Yates et Carlos Rodriguez, et Jay Hindley est définitivement hors de cette course. Et ça m'embête un peu, je le dis depuis Hmm. plusieurs jours, mais c'est Je mets le sans doute classement sûrement. général d'ailleurs, juste pour montrer avec Ouais. à droite en rouge, vous avez le gain de temps ou la perte de temps par rapport à Jonas Vingegaard, en voyant notamment que Jay Hindley, du coup, alors ne perd pas de place, il est cinquième, mais il est sous la menace de Sepp Kuss indirect parce qu'à la LOS, il peut y avoir des gros écarts. Je te laisse terminer, Robin. Ouais, bah, juste que Jay Hindley est hors de la course pour le podium et c'est un peu dommage parce qu'il a chuté il y a quelques jours. J'aurais voulu savoir si sur cette chute, il était capable de rester troisième et de se battre pour cette troisième place jusqu'au bout. Et donc, Adam Yates, effectivement, qui désormais est troisième, est passé devant Carlos Rodriguez. Donc, on a deux Team UAE qui sont deuxième et troisième. C'est une belle performance d'équipe quand même quand on voit le niveau de Jonas Vingegaard sur le contre-la-montre. Et donc, voilà. Et donc, David Gaudu, effectivement, qui fait neuvième, les gars. Et on a un David Gaudu, du coup, qui termine vraiment bien. On l'imaginait qu'il était quand même pas mal hier, mais après, c'est un exercice qui est complètement différent. On voit des mecs qui étaient bien hier et qui aujourd'hui ont explosé, comme Carlos Rodriguez, et des mecs qui sont de moins en moins bien. Là, on a un David Gaudu, j'ai l'impression, à savoir si c'est de la fraîcheur ou si c'est de l'exercice, mais on peut être satisfait de ce contre-la-montre. Tout à fait. David Gaudu, dans l'effervescence globale de la lutte entre les leaders, David Gaudu derrière, dans la lignée de ce qu'il a fait avant la journée de repos, David Gaudu fait un super chrono. Et je trouve ça d'autant plus rassurant que c'est le lendemain d'une journée de repos, que c'est jamais facile, que tu peux vite te trouver une excuse pour ne pas marcher. David Gaudu, mais encore une fois, c'est psychologique. On parlait beaucoup de Vingegaard dans la route Pogacar qui hésitait à attaquer, qui n'était pas sûr, etc. Aujourd'hui, David Gaudu, il n'avait pas à se demander si ça allait plus vite devant, si ça allait plus vite derrière. David Gaudu
était à son train. David Gaudu a fait sa course tout seul et David Gaudu a fait un super chrono. Donc forcément, il était délesté peut-être de ce peloton et de la pression psychologique de devoir rester dans un peloton, de devoir performer plus que le mec à côté de toi. Il a fait son truc, il a fait un super chrono, peut-être l'un des meilleurs de sa carrière, ça faudra vérifier. Et dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, en tout cas, dans ma mémoire là, instantanée, je ne vois pas un chrono aussi impressionnant de la part de Gaudu. Donc franchement, c'est super, ça donne de belles idées et de beaux espoirs pour la Lose et pour le Markstein, parce qu'il ne faut pas oublier, David Gaudu, on est un peu tombé sur lui depuis le début de ce tour, à raison. Hein, et encore une fois, ce n'est pas pour se dédouaner, mais on reste, nous les Français, et dans cette émission, ses premiers supporters. Et la seule chose qu'on a envie de voir, c'est de devoir performer sur cette 3e semaine. Donc franchement, c'est hyper encourageant et ça donne envie de se lancer dès demain en direction de Courchevel. Je suis vraiment content pour lui. Content pour l'équipe aussi. Il y aura de belles choses à faire encore jusqu'aux Champs-Élysées. Donc écoute, qu'on continue comme ça, David. Tu nous régales de plus en plus sur ce Tour de France. Je pense que tu peux faire encore mieux, mais en tout cas, pour l'instant, tu es sur la bonne voie. Et du coup, au classement général, il est 9e. Il a combien? Il a ouais, 30 secondes d'avance sur Félix Gall. Et par contre, après, pour revenir sur Simon Yates, ça risque d'être compliqué, voire impossible. Après, on ne sait jamais parce que Simon Yates n'était pas non plus en très très grande forme. Il reste 2 étapes de montagne. Tu veux rajouter quelque chose sur Gaudu, Robin, ou pas? Non, ça va. Mais là, tu me montres le classement général sur le live ou tu montres l'étape encore? Alors, j'alterne un peu, mais là, en Ah, d'accord. l'occurrence, quand tu as la colonne rouge à droite, c'est le classement général. Ouais, ouais, ok. Non, mais parce que je voyais. Là, j'avais le retour du live. Ah, ouais, ça, ok. C'est juste parce que j'avais un délai. C'est tout Ouais, bon. voilà, c'est ça. Exactement. On passe à la preview, les gars, la preview de demain, parce que le contre-la-montre n'est pas terminé. Il peut aussi y avoir des victoires d'étape. Après, on verra si c'est une question de grande forme d'un jour ou si c'est une tendance aussi. Et donc, du coup, sur la preview, on vous montre étape de demain du côté de Courchevel. On part de Saint-Gervais-Mont-Blanc, on arrive à Courchevel, on sera resté presque 4 jours à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Je ne sais pas si on est déjà resté sur un seul lieu pendant 4 jours pendant le Tour de France, mais en tout cas, c'est une région qui a bien accueilli le Tour pendant ces 4 jours-là. On voit le dénivelé positif entre Courchevel et le col de la Lose, plus de 5000, et surtout ça termine assez haut avec le col de la Lose. Je vous montre, du coup, on passe le col des Saisies, on passe le Cormet de Roseland, ça va être monstrueux, et la côte de Longeffroy, et ensuite on va aller au col de la Lose, évidemment avec ses pourcentages comme ceux qu'on a connus déjà sur le Tour de France. Et alors, juste pour vous rappeler, on avait, si je ne me trompe pas, terminé au sommet du col de la Lose la dernière fois, et cette fois, il y aura une descente. Et il y aura une remontée après avec des pourcentages qui sont aussi difficiles à 18%. Pour moi, c'est pas exactement la même arrivée qu'il y a 2 ans. Mais après, on aura, les gars, à peu près la même idée. Il risque quand même d'y avoir des gros, gros écarts demain, les gars. Ouais, vas-y Robin, si tu veux, parce que j'ai beaucoup parlé, je prendrai le relais. Ouais, bah maintenant c'est du tourisme, hein. On va visiter un peu les Alpes. Non, oui, je sais pas trop, je sais pas trop quoi attendre de l'étape de demain. Ce que je retiens quand même de ce Tour de France, c'est que après l'étape de Marie-Blanc, on était tous persuadés que Jonas Vingegaard allait mettre une deuxième sacoche à Tadej Pogacar vers Cauterets. Et il a d'ailleurs tenté. L'équipe Jumbo-Visma avait été super offensive ce jour-là. Et finalement, il s'était pris un retour de bâton terrible. Alors, est-ce que demain, on peut avoir la même chose? Est-ce que demain, on peut rêver d'un Tadej Pogacar qui, le lendemain d'un coup de massue, va un petit peu répondre? Faut pas oublier quand même que quand il répond en fait à Cauterets, il reprend que la moitié du temps qu'il avait perdu la veille, hein. Donc là, il est à 1,48 au classement général. Il faudrait qu'il reprenne 1 minute demain, j'ai envie de dire, pour qu'on reprenne un poil d'espoir pour le suspense et que l'étape de samedi ait finalement un intérêt pour le gain du maillot jaune. J'ai du mal à croire que ce soit le cas. J'ai du mal à croire que demain, il reprenne 1 minute. Par contre, je pense qu'on peut avoir un Tadej Pogacar offensif parce qu'il est toujours offensif et que le mec derrière est à 7 minutes, donc il n'a pas trop à s'inquiéter. Donc voilà, j'imagine que Pogacar va tenter un truc juste pour au moins pour vérifier et pour le panache. Ouais, moi j'imagine ça aussi quand même. J'imagine pas Pogacar, son tempérament, avec une équipe dévouée derrière lui, la jouer peinard demain. Il a rien à perdre, Tadej Pogacar. Il vient pas pour faire deuxième, pour faire troisième, quitte à prendre un tir dans le col de la Lose de 37 minutes. Pogacar va tout tenter demain. Ça m'étonnerait qu'il attende le pied du col de la Lose. Qu'est-ce que j'imagine demain du coup?
j'imagine Tadej Pogačar et Vingegaard se jouer encore la victoire d'étape. Parce que si Tadej Pogačar veut tout tenter, je ne vois pas dans quel monde la victoire d'étape pourra se jouer dans des échappées. Et encore une fois, j'imagine pas Pogačar attaquer dans la Lose. J'imagine attaquer de loin, essayer de rendre la course difficile, essayer de le piéger. On annonce peut-être de la pluie, un temps un peu compliqué demain sur les routes de Savoie. De Savoie, c'est Savoie ou Haute-Savoie, j'ai un doute. Haute-Savoie et Savoie, les deux. Ouais, c'est les deux. C'est bien ce qui me semblait parce qu'il y avait un truc qui me faisait penser à la Savoie aussi. Euh, L'objectif pour Pogacar, c'est quoi? C'est de gagner le Tour de France. Comment tu le gagnes? Soit en lâchant Vingegaard, soit en le poussant à la faute. On a eu beaucoup ce discours l'année dernière, on se souvient. Vingegaard n'avait pas craqué. C'est pas parce qu'il n'a pas craqué l'année dernière qu'il ne va pas craquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de descentes, ça peut être complexe. Qui dit que Vingegaard n'est pas le contre-coup de sa journée d'aujourd'hui, même si j'y crois absolument pas. S'il y a un petit pourcent de chance pour que ça arrive, Tadej Pogacar va tout tenter. Moi, je pense que demain, on risque du coup, même si ça risque de finir en coup d'épée dans l'eau, j'imagine quand même un sacré feu d'artifice sur sur les routes des Alpes, avec un Pogacar qui va tout faire péter. Du moins, c'est mon scénario rêvé et ce serait cool, ce sera un bon storytelling pour cette étape et pour ce Tour de France. Et peut-être qu'à la fin de cette étape, on se serrera la main et on se dira bien joué Coco, t'es allé chercher un Tour de France que tu mérites. Voilà pour l'étape de demain, en tout cas, quoi qu'il en soit. Au moins, si vous n'y croyez plus pour les aspects sportifs, regardez au moins, effectivement, comme le dit Robin, pour les aspects et des belles images qui seront proposées et la belle montée du col de la Lose parce qu'il y a aussi de la bagarre. Et, les gars, au moins pour regarder la perf de David Gaudu. Voilà, rien que Bien pour sûr. ça, on va suivre. Et Tu pourquoi pas vois, Thibaut Pinot? on y revient toujours, mais on vibre trop quand on a des Français qui performent au contact le plus proche des meilleurs. C'est un débat qu'on a souvent avec Robin, mais voilà, demain, qu'est-ce que je vais regarder? Bah oui, je vais regarder le comportement de Pogacar, celui de Vingegaard, et derrière, je vais regarder le comportement de David Gaudu. J'ai l'impression qu'il est mieux, et j'ai envie de le voir faire au moins une étape référence pour sortir de ce Tour de France la tête haute. Et je pense que avec la confiance qu'il a pris sur ces deux dernières étapes, et voilà, et aussi sa forme, hein, les jambes tout simplement, je pense qu'il est capable de faire quelque chose de cool. On verra. On va espérer, Polo. Sprint final, les amis, avec la rétro, du coup. Robin, du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de Monsieur Cadel Evans. Ouais, j'ai vu qu'il y en a dans le chat qui n'étaient pas ravis parce qu'ils disaient que Cadel Evans c'est un coureur chiant. Et donc ils n'avaient pas envie qu'on s'attarde sur lui. Mais on va le faire quand même. On va parler d'un autre contre-la-montre, donc pas celui d'aujourd'hui, mais un autre contre-la-montre qui avait été décisif pour le dénouement du Tour de France. On est le 23 juillet 2011 à Grenoble. Il y a 42,5 km au programme. Andy Schleck est maillot jaune pour la première fois sur le Tour 2011, grâce à son raid solitaire au Galibier, puis à la défaillance de Thomas Voeckler à l'Alpe d'Huez. Son frère Frank Schleck est deuxième du général à 53 secondes. Sauf que le chrono va profiter au troisième, Cadel Evans, pointé à 57 secondes au départ. L'Australien est évidemment le favori du jour pour récupérer le maillot jaune. Il est un excellent rouleur, ce que ne sont pas les frères Schleck, évidemment. Mais Evans a eu aussi quelques épisodes difficiles dans des situations similaires. En fin de tour 2007, il est deuxième à 1 minute 50 d'Alberto Contador avant le dernier chrono. Il fait un super effort ce jour-là. Il termine deuxième de l'étape derrière les Paymer, qui sera déclassé, donc l'étape va revenir à Cadel Evans. Mais il lui manque 23 secondes pour passer Alberto Contador au classement et donc aller chipper le maillot jaune. Il termine deuxième. L'année suivante, en 2008, il est quatrième à l'aube du dernier chrono. Il a seulement 1,34 de retard sur le leader, Carlos Sastre, et surtout, il a 3 grimpeurs devant lui. Sastre donc, mais aussi Frank Schleck et Bernard Kohl. Et donc, sur 53 km, il y a de quoi faire de grosses différences. On se dit que ça peut le faire pour Cadel Evans. Il repasse effectivement Schleck et Kohl au général, mais Sastre fait un super chrono. Il perd que 30 secondes sur Evans et donc il garde son maillot jaune. C'est une petite surprise. Donc, quand on arrive en 2011 face au frère Schleck, Evans peut quand même se poser quelques questions, éventuellement avoir quelques doutes, mais il a tout fait, faut dire, pour que ça se passe bien. Quelques semaines plus tôt, le même contre-la-montre exactement était au programme du Dauphiné et l'Australien, évidemment, y était allé. Il avait terminé 6e de l'étape à 1 minute 20 de Tony Martin. Il avait pris des repères surtout en vue du Tour de France, alors que les frères Schleck, eux, étaient allés terminer leur préparation sur le Tour de Suisse. Et pendant le tout début du chrono, du coup, Andy Schleck qui maintient un écart raisonnable avec Cadel Evans. Et on se dit que peut-être le maillot jaune peut lui permettre de se sublimer.
Ouais, exactement. Je crois que de mémoire, c'est une des premières années où on a les écarts un petit peu en direct avant même d'arriver au point intermédiaire et pendant quelques kilomètres, on voit, Andy Schleck qui tient un peu, qui perd quelques secondes, mais vraiment pas grand-chose. Sauf que ça va pas durer. L'Australien prend vite l'avantage et fait en réalité un chrono exceptionnel. Il termine deuxième à seulement 7 secondes de Tony Martin. Il fait donc bien mieux que lors du Dauphiné. Il reprend plus de 2 minutes 30 à chacun des frangins Schleck. C'est bien plus que ce qu'il y avait besoin en fait pour prendre le maillot jaune. Le lendemain, l'équipe titre Evans a pris le temps. Il remporte enfin le Tour à 34 ans, un record de l'après-guerre qui sera ensuite, je crois, battu par Chris Froome. Il met aussi un terme à sa réputation de loser après ses deuxièmes places de 2007 et 2008. Chaque fois derrière des vainqueurs inattendus, parce que Contador en 2007, il arrive seulement à ce niveau-là. Et Sastre en 2008, c'était même pas le leader de son équipe CSC au départ. Cadel Evans, il dit ce jour-là sur les Champs-Élysées avec le maillot jaune: quand j'ai découvert le Tour il y a 20 ans, je pensais que ça devait être beau d'arriver sur les Champs-Élysées avec le maillot jaune. Voilà, j'ai mis du temps, mais j'y suis arrivé. Après ça, Evans rentre dans le rang. Il termine 7e du Tour en 2012, bien loin de Bradley Wiggins. Il explique qu'il avait des problèmes d'estomac durant les semaines du Tour et que ça l'a beaucoup gêné. C'est son dernier gros résultat sur le Tour malgré tout. Il prend sa retraite ensuite début 2015, mais il reste le premier Australien vainqueur du Tour de France dans une édition historique, resté dans les mémoires de tous ceux qui étaient devant leur télé cet été-là et en tirant profit d'un contre-la-montre enfin après 2 échecs. Et voilà pour Cadel Evans qui, ça m'a étonné tout à l'heure ce que tu as dit que dans le chat, apparemment certains le trouvaient chiant. Bon, bah, c'est vrai que, Cadel Evans, c'était pas nécessairement le coureur le plus spectaculaire, mais après du coup, bah, voilà, qu'est-ce qu'on veut dans le vélo, les amis? Est-ce qu'on veut du spectaculaire, mais du douteux? Au moins avec Cadel Evans, on est à peu Mais, près certain. mais c'est intéressant ce que tu dis, Joseph, parce qu'aujourd'hui, je pense que si on n'a pas trop entendu parler de dopage jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu avais un duel spectaculaire en plus. Mais par contre, le fait qu'il y ait deux mecs au même niveau, du coup, ça choquait personne. La question du dopage, elle Ouais, intéressait. il y avait des messages quand même, Bah, Polo, hein. il y en avait, mais il y en avait quand même pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins qu'à chaque fois qu'un mec démonte un Tour de France. C'était le cas Oui, avec mais Froome, même c'était le dans cas les avec commentaires, c'était le cas sur avec le chat Pogacar. Twitch, peut-être pas trop, mais dans les commentaires YouTube de nos vidéos, il y avait des commentaires, Oui, le fait qu'il y ait un gros écart déjà entre Vingegaard, Pogačar et Ah, mais les autres, l'explosion, ça c'est faisait parce déjà que parler. je rejoins Paul dans l'idée que c'est surtout l'absence de suspense qui pousse ça aussi frustre, au doute, qui te ça frustre frustre et qui te dit et aujourd'hui, si Pogacar en fait fait le même temps que Vingegaard, je pense que la majorité des commentaires ce serait bon, ils sont sur une autre planète, tu vois. Mais un peu moins, ils sont dopés parce que il y en aura toujours. Mais aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup plus ces commentaires-là. ah, Et ce que je ça comprends aussi, dépend, hein, encore une fois. ça dépend si c'est Vingegaard qui fait la perf de Pogacar ou si c'est Pogacar qui fait la perf de Vingegaard. Mais encore une Ah, fois, on va pas revenir, Moi, je pense pas, moi. on va non, pas revenir mais là-dessus, mais je sais pas, peut-être que certains pensent qu'il y a un délit de sale gueule aussi autour de Jonas Vingegaard parce qu'il tue le suspense. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait les mêmes sur Pogacar quand justement il démonte le chrono de la planche des belles filles et Il y qu'on avait les voit un mêmes et Butch pourtant arriver. il tue pas le suspense parce que c'est la veille de l'arrivée donc on va pas avoir du suspense jusqu'aux 200 derniers mètres des Champs-Élysées. Moi, je pense qu'il y a il y a des soupçons depuis, plusieurs années de la part du public et qui s'exprimaient déjà depuis le début du Tour de France, mais qui en fait le jour où, il y en a un qui prend un très net avantage sur les autres sont exacerbés parce que, d'un coup les gens ont l'impression d'assister à une performance qu'ils comprennent pas et qui peut mettre mal à l'aise. Ouais. Voilà, voilà pour cette rétro. Merci mon Robin. Est-ce que tu sais sur quoi tu vas faire demain ou pas encore? Oh non, bien sûr que non, on n'est pas du tout aussi avancé. Bon, très bien, très bien. On termine cette belle émission avec un petit qui suis-je, les amis. Alors, qui suis-je? Je suis un coureur qui a participé plusieurs fois au Tour de France. J'ai fait partie d'une équipe qui a été touchée par certains scandales de dopage dans les années 90-2000. Je suis un coureur européen. J'ai gagné plus de 30 courses dans ma carrière et j'ai notamment gagné une fois sur le Tour de France. Une étape, c'était à Pampelune. 262 bornes l'étape, ah avec putain, plus de je l'ai. 8000 mètres de dénivelé positif. Oui, Et oui. j'avais gagné devant Bjarne Riis et j'avais mis 20 secondes à Richard Virenque et Jan Ullrich, notamment. Luc Leblanc? Ce n'est pas Luc Leblanc. Je ne suis pas français, je suis européen et c'est un pays limitrophe de la France. Ah, Dufaux, Laurent Dufaux. Laurent Dufaux. Bravo. Exactement, Robin. Alors, tu as trouvé en même temps que Nouki dans le chat qui avait aussi trouvé. Bon, Bravo. félicitations, En Robin. fait, j'ai Tu hésité à valides. dire Leblanc ou Dufaux, mais j'ai dit Leblanc et puis je voulais pas en dire un trop vite. Mais quand tu as dit limitrophe, je me suis dit c'est forcément ça. Du coup, le blanc, c'était pas juste, quoi. Non. Exactement. Et Dufaux, c'était vrai.
Ouais, c'est vrai. Oh, le bel Allez. enchaînement! On terminera là-dessus, les amis. Merci à tous d'avoir été présents avec nous. Encore une fois, aimons le vélo, bien évidemment, autant qu'on peut l'aimer en ce moment. Et à chacun son échelle de valeur et à chacun ses doutes. On respecte tout ça. On continue à en parler sur Twitch et sur Roue Libre. On a monté avec Polo et Robin ce média exactement pour vivre des moments comme ça et avoir le ressenti et pouvoir en parler. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous avoue que si j'avais vécu ça tout seul chez moi et qu'il n'y avait pas Roue Libre après pour en parler, ça me ferait beaucoup, Et pou beaucoup, beaucoup et pouvoir chier. en parler Ce serait librement, Joseph. horrible. Et Et pouvoir en pouvoir en parler parler librement parce librement. que si vous Exactement. aviez décidé d'être beaucoup plus dur, vous auriez pu. C'est juste votre avis propre et il y a rien, c'est ni plus ni moins que ça. Et encore une fois, de toute manière, on accepte absolument tous les avis, tant que c'est dans le respect des uns et des autres et qu'on n'est pas des tocards si on pense que Vingegaard est dopé, qu'on n'est pas des tocards si on pense que Vingegaard n'est pas dopé. Donc les 2 avis sont tout à fait entendables. Vous avez, et puis même sur les autres sujets, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille tous. Continuez à en parler autour de vous. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux, à liker évidemment la page YouTube et à nous suivre. Merci à tous en tout cas pour votre soutien. On continue ce Tour de France. De toute manière, il est certainement pas terminé. Le Tour de France nous réserve tout le temps de très très belles surprises, les amis. Donc, on se retrouve demain à 11h sur Winamax. On regardera un peu les cotes, notamment pour l'étape du col de la Lose, et on regardera ça avec attention. Merci, mon Robin. Merci les gars et puis merci à tous ceux qui étaient là. On a été, bien plus nombreux que tous les autres jours évidemment. Alors on sait pourquoi, parce qu'il y avait des sujets un petit peu polémiques ce soir, mais ça fait quand même plaisir de parler de vélo avec autant de monde. Merci, mon Polo. Merci à vous les gars. Et on se retrouve demain à partir de 11h sur Winamax et bien évidemment à partir de 19h sur Twitch. Gros bisous à tous et vive roue libre et vive le vélo. Ciao. Et allez, Bisous. Modu!